Le manque de curiosité, c'est au fond le manque d'amour et le manque de compassion et le manque de souci de l'autre. J'ai un problème dans ma vie, en posant une question, je peux sauver la situation. Je peux voir ce que je n'ai pas vu qui va débloquer là où j'étais bloqué, pour n'importe quel sujet, relationnel, professionnel. Et c'est ça le secret de la curiosité. C'est pas juste que je m'intéresse à des choses, mais c'est que j'arrive, en m'intéressant à quelque chose, de déboucher sur la question qui va ouvrir pour de bon la porte, et la manière d'ouvrir la porte ne peut venir que de moi. Bonjour. Si vous suivez cette chaîne Dialogue, vous avez dû remarquer qu'on parle de plein de sujets différents, théologiques, sur la santé, sur l'alimentation, sur comment aller mieux, sur l'amour de soi-même, plein de sujets qui vont dans plein de sens différents. Et peut-être la clé, c'est que vous avez dû remarquer, ce qui m'anime, c'est une profonde curiosité. Mais la curiosité, parfois, c'est un vilain défaut. Et c'est pas pour rien qu'on dit que la curiosité est un vilain défaut. Comment faire pour que la curiosité soit une ouverture d'esprit et nous aide à avancer, et quand la curiosité, au contraire, nous égare? Voilà ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Et pour ça, merci Alexandre d'être là. Salut Fabrice. Je dois même dire que c'est toi qui m'as donné l'idée de parler de ce thème, parce que ça tombait bien. Tu viens de sortir un carnet de curiosité. Et un carnet de curiosité, c'est exactement, au fond, moi, comment je vis, avec un carnet de curiosité, c'est-à-dire comment prendre appui sur notre curiosité pour en faire quelque chose de bénéfique, et pas que la curiosité nous égare. Alors, merci d'être là. Et est-ce que tu peux nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est ce carnet et pourquoi tu voulais qu'on en parle ensemble? Merci Fabrice, je suis ravi d'en parler avec toi. Ce carnet de la curiosité, c'est donc le dernier carnet de ma maison d'édition 2359 qui propose des carnets de méthodologie, donc des carnets de 200 pages qui permettent d'avancer sur un thème. On a un carnet pour écrire un roman, un carnet pour reprendre le contrôle de son temps. Et là, j'ai creusé le thème de la curiosité en créant un carnet de 200 pages qui te permet de créer ton encyclopédie personnelle sur les sujets qui te passionnent. Comment ça fonctionne? Le carnet contient des astuces de mémorisation, des conseils de génie. Je suis allé regarder les manières d'apprendre d'un Léonard de Vinci, d'une Marie Curie, d'une dizaine de génies. J'ai mis ça dans le carnet. Et puis surtout, il y a des pages de notes. Mais pas des notes libres, des notes structurées, des notes intelligentes. Donc sur chaque sujet qui m'intéresse, je vais prendre une note avec titre, source, question ou problème principal, point clé, application concrète. Je vais également être invité par le carnet à reformuler cette note comme si je l'expliquais à un enfant. Ça, c'est une astuce du physicien Richard Feynman qui disait « Si tu as vraiment compris quelque chose, tu es capable de l'expliquer à un enfant de 5 ans ». J'ai fait d'ailleurs le test sur un de tes cours en ligne que je suis en ce moment, le cours de philosophie, où j'ai pris quelques notes de cette manière-là. Je pourrais te montrer. Mais, et donc ça, c'est le fonctionnement de ce carnet. Il y a une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule qui ouvre ce lundi 31 mars. Et pour les personnes qui regardent la vidéo, on propose différentes contreparties, dont une où il est possible d'avoir le carnet et un cours au choix parmi 2 cours que tu as créés, soit le cours de philosophie, et dans ce cas-là, vous ferez comme moi des notes sur l'origine de la philosophie grecque et plein d'autres choses, soit le cours de méditation. La curiosité, je m'en suis rendu compte en travaillant pendant des mois sur ce sujet, c'est complexe. Ça peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi, et on peut très vite s'égarer. Et donc la question que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est comment je peux déterminer au quotidien si je suis sur le bon chemin, si je suis vraiment en train de m'intéresser à un nouveau sujet, de m'émerveiller du monde, de sortir de mon quotidien, ou est-ce que je suis au contraire en train de me disperser complètement? Bon, déjà, ça c'est la question centrale. Est-ce que la curiosité, c'est m'ouvrir à quelque chose que je ne connais pas, qui va me permettre de gagner en solidité, découvrir quelque chose de nouveau qui va me nourrir?
ou est-ce que c'est juste une dispersion? Donc ça, alors c'est très intéressant dans l'histoire de la philosophie, qu'il y a une part des philosophes qui ont condamné la curiosité, Mhm. en particulier, par exemple, Saint-Augustin, qui voit ça comme une dispersion, une manière de sortir de son lieu propre. Et puis, il y a quelque chose aussi socialement qui peut être effrayant de la curiosité. Je te pose des questions sur ta vie, il y a quelque chose. Donc, on voit quand ça devient un piège. Et puis, il y a aussi une valorisation de la curiosité, parce que quand elle devient une exploration. Et donc, c'est ça que je trouvais intéressant, ce que tu expliques sur ton carnet, parce qu'au fond, c'est comment structurer la curiosité, et que la curiosité, c'est une tête chercheuse qui permet, à partir de là, d'enraciner, d'intégrer. Donc, tu appelles ça un carnet de la curiosité, mais on pourrait dire c'est un carnet de la mise en forme de notre curiosité. On est tous curieux, parce qu'on on est tous contents de découvrir des choses nouvelles, d'apprendre. Et donc, la question centrale, c'est que faire de sa curiosité. Donc, d'un côté, oui, je suis curieux, mais d'un côté, je ne suis pas curieux. Je crois qu'il faut être les deux à la fois. Il faut être curieux et pas trop curieux. Parce qu'il y a plein de sujets que je ne vais jamais aborder. Et souvent, c'est mal vu. Les gens disent « Ah non, mais comment, t'es fermé ?» Oui, je suis fermé. Il y a des sujets que je ne vais pas, parce que je sais très bien ma limite, et qu'en tant qu'être humain, je ne peux pas tout connaître. Oui. Donc, par contre, dans le domaine qui m'intéresse, dans ce qui peut m'intéresser, ça peut être intéressant pour moi de m'ouvrir à quelque chose que je ne connais pas pour l'apprendre. Donc, je dirais que la première chose, c'est faire la distinction. Curiosité qui disperse, curiosité qui structure. Ça, c'est vraiment, je crois, vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, les gens croient qu'ils sont curieux, mais ils ne sont pas curieux. Ils se dispersent. La dispersion, ce n'est pas la curiosité. Donc ça, je crois que c'est important. Et puis après, la deuxième chose, c'est je veux être curieux dans quel domaine? Sur quelle chose? Et là, c'est très important de pouvoir distinguer les choses. Après, là, je vais dire quelque chose qui va absolument... que je dis tout le temps, mais qui complètement... qui choque tout le monde. Mais l'éducation, c'est de savoir lire les bons livres. Les gens me disent, mais comment on peut savoir quels sont les bons livres? Ah bon, il y a des bons livres, il y a des mauvais livres? Ben oui, c'est très important de lire les bons livres. C'est ce que m'avait dit mon professeur de philosophie qui m'a formé. La première chose, c'est apprendre à lire les bons livres. Et c'est très important. Donc, il faut être curieux pour de bonnes choses. Je crois que c'est ça qui fait qu'on peut faire une différence, qu'on peut s'accomplir, qu'on peut progresser, qu'on peut avancer. Je te rejoins sur lire les bons livres. C'est pour ça que j'ai structuré les notes en mettant au début de la page source, de sorte à ce que la propriétaire du carnet relie chaque note avec une source, avec le livre, la conférence, Voilà. le cours. Ça donne de la solidité. J'ai lu ça là, j'ai appris ça là, c'est pas flou, c'est pas on dit que. Donc là, déjà, ça m'aide. Et on voit bien, au fond, je crois que le sens profond de la question aujourd'hui, c'est comment je fais pour structurer ma pensée. C'est ça qu'on nous a... On nous apprend beaucoup des informations, on est bombardé d'informations, mais on ne nous apprend pas vraiment à apprendre. On ne nous apprend pas à comment faire. Et moi, je vois... au fond, c'est ça que j'ai appris, moi. J'ai eu un professeur absolument hors du commun, dont j'ai souvent parlé dans mes dialogues, que j'ai suivi pendant 7 ans en cours tous les jours. La première chose qu'il m'a appris, c'est juste ça, c'est à lire, à écrire et à faire, en quelque sorte, ce que tu proposes dans le... Alors, on ne faisait pas exactement pareil, mais de faire des sortes de résumés qui permettent de poser sa pensée, qui permettent de formuler. Et une des choses qu'il nous a appris, c'est écrire à la main pour formuler ce qu'on comprend de quelque chose. C'est la seule manière de l'intégrer. Donc je dirais, c'est la manière de faire que ce qu'on apprend devient nôtre. Et c'est peut-être ça le problème majeur aujourd'hui, c'est que les gens apprennent des choses, mais ça n'a pas le temps de devenir nôtre. Et pourquoi est-ce que notre éducation ne nous apprend pas justement à formuler notre propre pensée? Alors je dirais parce que ça prend du temps. Alors mon professeur, avec beaucoup d'humour, disait, donc il est des professeurs de classe de Cagnes, pour ceux qui ne connaissent pas, donc après la terminale,
On peut aller à l'université. Et puis, il y a, pour les élèves qui sont plus doués, moi, ce n'était pas du tout mon cas, donc j'étais auditeur libre, on peut faire Hippocagne et Cagne, qui sont... voilà, on apprend des lettres, donc c'est quand même d'un assez haut niveau. Et lui, avec beaucoup d'humour, disait qu'il faisait la classe de maternelle supérieure. Et il disait, c'est ça qu'il faut faire. Le plus important, c'est faire maternelle supérieure. Donc apprendre à former les lettres, apprendre à écrire, apprendre à revenir à juste lire un mot. Et c'est vrai, je me souviens, beaucoup d'élèves étaient furieux. Ils préfèrent des grandes théories. Par exemple, lui, il nous disait, je ne vais pas vous apprendre la théorie de Platon, mais on va lire une page de Platon. Si à la fin de l'année, vous savez lire une page de Platon, vous saurez lire tout Platon. Mais tout le monde résistait. Il disait, non, faites-nous un résumé, donnez-nous... Il y a une sorte d'angoisse de prendre le temps de faire par soi-même. Donc, par exemple, dans ton carnet, si j'écris, peut-être je vais mal écrire, peut-être je vais me tromper, peut-être. Donc, on aime mieux... voilà, on récite un truc qu'on a appris par cœur, on dit ça, voilà, j'ai appris, comment on fait un contrôle de gestion, on fait tac, 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 je répète, je sais, et là, j'ai l'impression de contrôler la situation. Si j'essaye, sur un sujet, de noter, de prendre le temps, je ne vais pas être parfait. Puis, j'ai entendu quelque chose d'extraordinaire, je le note, je l'écris, puis c'est vraiment pas tout à fait à la hauteur de ce que j'ai entendu. Donc, je me confronte à ma limite, donc on ne veut pas. Mais c'est dommage parce que c'est par là qu'on avance pour de bon, qu'on devient sincère, que les choses deviennent nôtres. Donc, je dirais, on passe par-delà. En fait, on devrait tous être à l'école maternelle supérieure, ou l'école élémentaire supérieure. Est-ce qu'on devrait tous savoir qu'on a besoin de choses simples, mais ça nous confronte au fait qu'on est toujours là, au fond, des apprenants. Et il n'y a pas beaucoup d'êtres humains aujourd'hui qui veulent accepter d'être encore des apprenants. Et c'est dommage, parce que quand on accepte ça, c'est jubilatoire. C'est ça le paradoxe. C'est qu'il y a au début une légère frustration. Voilà, si j'écris le résumé de quelque chose que j'ai entendu dans le carnet, il y a un peu une frustration parce que c'est pas aussi bien que ce que j'ai entendu. Et en même temps, c'est jubilatoire parce que c'est moi qui le fais. J'écris, j'apprends, je retiens, je progresse. En écrivant, je vois qu'il y a un truc que je croyais avoir compris, j'ai pas compris. Donc, je peux me formuler une question que j'ai envie et ça devient complètement fécond. Ce point de la jubilation est vraiment essentiel, je crois. On ne s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas testé, tant qu'on n'a pas rédigé son premier carnet, mais il y a vraiment un plaisir à créer sa propre encyclopédie sur un sujet, même si au début elle n'est pas parfaite, même si elle est incomplète, au Ça n'a moins aucune importance. c'est la mienne. Moi, la mienne, c'est ma vision du monde. Moi, comme je l'ai raconté, parce qu'on avait fait une autre vidéo ensemble sur écrire, un carnet. Les habitudes. Moi, j'ai toujours un carnet avec moi. Des fois, je ne relis même pas, mais toujours, j'essaie de formuler ce que je sens, ce que je pense. Et c'est vraiment fondamental. Et c'est indispensable de prendre ce temps-là. Et c'est intéressant de faire un comparable historique entre la situation il y a 300 ans, 400 ans, où le problème était l'accès à la connaissance. On n'avait pas accès aux livres. Ils étaient gardés dans certains lieux sacrés, les universités, les bibliothèques. Et la situation actuelle où on a accès à l'infini, aux livres, à l'information, aux podcasts, aux vidéos. Mais si on ne prend pas ce temps de créer sa propre pensée, sa propre encyclopédie, on est noyé complètement sous le flux. Et en plus, dans ce flux, on a du mal à discerner C'est ça. ce qui est de qualité et ce qui n'est pas de qualité. Ça, c'est terrible. Et là, on tombe dans cette curiosité qui est de la dispersion dont tu parlais, que Saint-Augustin décriait. Dénonce. Alors en fait, la vraie bonne curiosité, la plus belle, je vais te raconter la plus belle histoire de curiosité de l'histoire de l'Occident, je vais te raconter. Parce que la plus belle curiosité, au fond, ça va être de pouvoir poser une question qui va changer la situation, qui va libérer. Donc, une des plus célèbres histoires,
c'est Chrétien de Troyes, qui est pour moi le plus grand romancier de l'histoire de l'Occident, qui est un écrivain du XIIe siècle, qui est le premier, au fond, à inventer la littérature. C'est une femme, du reste, qui lui demande d'écrire. Et il écrit. Et une des histoires les plus célèbres, c'est l'histoire de Perceval. Perceval est un jeune homme qui vient d'une famille de chevaliers, mais son père est mort, et donc sa mère ne veut pas qu'il devienne chevalier. Elle a peur du risque. Et puis, l'appel est trop fort, et il part devenir chevalier. Et on lui dit, il faut être poli et ne pas poser de questions. Il faut que tu sois poli. Et il se retrouve... c'est toujours un peu mythique, les histoires de Chrétien de Troyes, c'est vraiment, on est en plein Moyen-Âge, au XIIe siècle, et il arrive dans un étrange château. Il est reçu, et là, il assiste à quelque chose d'absolument étrange. Il y a un roi qui est là, qui est malade, qui souffre, et on voit dans la salle arriver des gens qui passent. Alors, il y a quelqu'un qui passe avec une lance qui saigne, et un plat, le Graal. C'est la première mention du Graal dans l'histoire de l'Occident. Donc il y a un Graal qui passe et une lance. Et Perceval ne pose aucune question parce qu'il pense qu'il ne faut pas poser de questions. Et puis il va se coucher, et le lendemain matin il se réveille, et le château a disparu, et tout a disparu, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est complètement dépité, et il marche dans une lande déserte, et il voit une jeune femme qui lui dit « Mais c'est terrible. Tu étais hier invité par le roi du royaume qui est dans la détresse. Le royaume va mal. Le roi va mal. Si tu lui avais posé une question, qu'est-ce qui se passe ? Il t'aurait répondu et tu aurais pu sauver le royaume. Ton manque de curiosité est une faute majeure. Tu es responsable du malheur Et, donc voilà, on a que ça. Et puis il se trouve que... Mais on a tout dit avec ça. Simone Veil, qui était une des plus grandes philosophes, pas celle que les gens connaissent comme l'ancienne ministre de la Santé, mais quelqu'un qui est son homonyme, qui était une des plus grandes philosophes, tous les livres-là sont d'elle, a écrit un des plus beaux commentaires sur ce texte en disant que c'est le manque de curiosité, c'est au fond le manque d'amour et le manque de compassion et le manque de souci de l'autre. Et je crois qu'on voit bien dans cette histoire que c'est ça la vraie curiosité. C'est-à-dire qu'on lui avait dit, il y a une curiosité qui est négative. Évidemment, si je te pose des questions trop personnelles, c'est embarrassant. Mais il y a des questions qui vont montrer, au contraire, que j'ai un intérêt profond pour toi. Et la curiosité, c'est ça. C'est-à-dire, là, on comprend bien avec toi, je te pose une question, je sens que tu ne vas pas bien, je dis « Ah, je sens aujourd'hui, Alexandre, tu ne vas pas bien, qu'est-ce qui t'arrive ?» Donc la curiosité ici est une ouverture à l'autre. Mais c'est la même chose avec n'importe quoi. Je veux travailler... à comprendre n'importe quel sujet. En travaillant, si je pose la question, je vais ouvrir le monde. C'est ça, c'est une métaphore, au fond, cette histoire de Perceval. Il aurait sauvé le monde, mais là, j'ai un problème dans ma vie. En posant une question, je peux sauver la situation. Je peux voir ce que je n'ai pas vu qui va débloquer là où j'étais bloqué. Pour n'importe quel sujet, relationnel, professionnel... je suis bloqué, j'ai un projet, ça ne marche pas. Peut-être qu'en faisant ce travail, je vais me poser la bonne question qui va ouvrir le lieu où tout était bloqué. Et c'est ça le secret de la curiosité. C'est pas juste que je m'intéresse à des choses, mais c'est que j'arrive, en m'intéressant à quelque chose, de déboucher sur la question qui va ouvrir pour de bon la porte. Et la manière d'ouvrir la porte ne peut venir que de moi. C'est-à-dire ma manière de te poser une question ne peut pas être la manière dont toi tu poses une question. Donc c'est pour ça que j'étais content de ta proposition qu'on travaille ensemble sur ce carnet de curiosité, parce que je trouve que ça répond à quelque chose de très réel. Et en faisant ton carnet, on arrive à formuler une question qu'autrement on n'aurait pas, qui ouvre la porte. Alors j'ai essayé de le favoriser, ce comportement que tu viens d'évoquer, en proposant dans le carnet de lier les notes entre elles. Donc on pourra prendre peut-être l'exemple après, en suivant ce cours en ligne de philosophie que tu as créé, j'ai pris une note sur l'origine de la philosophie chez les Grecs. Disons que c'est la note numéro 1 dans mon carnet. Mais si 15 pages, 20 pages plus tard, je crée une autre note sur la conception moderne de la philosophie, par exemple, je peux lier les notes entre elles, de sorte à ce que quand je suis en train de reprendre mon carnet,
je crée des liens, des ponts par moi-même entre différents sujets. Ce que tu viens de dire tu viens de parler de la curiosité comme ouverture vers l'autre, ça m'évoque aussi la curiosité comme ouverture vers le monde, vers l'émerveillement. Je me suis beaucoup appuyé aussi sur ton livre La magie de l'ordinaire pour créer ce carnet de la curiosité. Et notamment dans ce livre, tu pourras en parler mieux que moi, tu donnes l'exemple de Newton, ce scientifique incroyable qui a inventé des lois qui ont changé notre rapport au monde, littéralement, comme la loi de la gravité, et qui était animé par une curiosité sur ce qui l'entourait. Il observait en permanence le monde. Et en fait, quand on regarde le comportement de plein de scientifiques, d'artistes, de génies, on retrouve toujours la même chose. Dans les carnets de Léonard de Vinci, on a des points sur l'anatomie, des points sur la botanique, des points sur l'observation du mouvement des oiseaux. Dans les carnets de Marie Curie, qui sont d'ailleurs toujours radioactifs et qui sont stockés à la Bibliothèque nationale de France, on peut lire les questions que Marie Curie se posait avant de commencer ses recherches scientifiques. Elle identifiait les questions auxquelles elle allait essayer de trouver des réponses. Le plus dur, c'est poser la question. En fait, c'est ça qui est central. Il faut apprendre à se poser des questions. C'est très important. Parce qu'en posant des questions, je ne suis plus perdu. J'ai une direction pour avancer. Et donc Newton, c'est sûr, la fameuse histoire la plus connue de la pomme qui tombe à partir duquel il y a la gravitation, au fond, il y a un lien ici entre l'émerveillement, s'étonner et questionner. C'est pour ça que dans la philosophie, elle a vraiment à voir avec la curiosité. Puisque, alors, les gens ne savent pas du tout ça aujourd'hui, mais Platon, Aristote expliquent que la philosophie naît avec le fait de s'étonner et de poser des questions là où les autres ne posent pas de questions. Donc ça, c'est la philosophie. Les gens disent aujourd'hui, oui, c'est une forme de rationalité ou de questions sur des grandes questions humaines, mais d'abord, c'est le fait de s'étonner de n'importe quoi. Et donc Newton, il est vraiment dans cette filiation. Et pour les Grecs, il n'y a pas de différence entre la science et la philosophie. C'est unitaire, c'est le fait de questionner. Pourquoi donc la pomme tombe ? Pourquoi ? Et donc, en fait, c'est souvent la question qui apparaît la plus naïve ou la plus idiote qui est la plus profonde. Ça, c'était aussi mon professeur de philosophie, il nous disait ça. Les meilleures questions, c'est les questions les plus idiotes. Parce que c'est cette question-là qui va te faire avancer. Et c'est cette question qui peut te permettre, par exemple, de changer de métier. D'opérer une reconversion, de lancer un projet. Surtout de lancer, je dirais, bien sûr, mais aussi trouver le projet. Tu tournes en rond. Tu as ta routine, tu as tes projets, tu es dans un secteur d'activité, ça avance. Mais au fond, tu es à côté du vrai besoin des gens. Ce que tu fais ne marche pas vraiment. Et en posant des questions, en creusant, tu vas peut-être trouver « Ah oui, mais c'est ça qui répondrait à la situation. » Ou c'est ça que j'aurais vraiment envie de faire. Et on ne peut pas le savoir sans partir en aventure. Mais nous sommes vraiment bloqués. Nous ne savons pas être curieux. Et c'est ça qui est intéressant aussi quand on creuse la curiosité. Tout le monde croit qu'on est curieux. En fait, on n'est pas curieux. Parce qu'on se restreint énormément. On est curieux dans un petit champ, mais en fait, il faudrait être curieux juste ailleurs que ce champ. Donc si on prend l'exemple que tu donnais d'Internet, en Internet, on est curieux, mais dans un truc qui est déjà extraordinairement formaté. Donc à la fois extérieur à notre propre demande, puisqu'on regarde des trucs extérieurs sans prendre le temps de dire mais qu'est-ce que moi je sens, qu'est-ce qui me marque, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui n'est pas important pour moi. Donc on se coupe de soi-même, mais aussi on n'est pas curieux à des tas de domaines qui n'apparaissent pas et qui pourtant seraient peut-être le plus intéressant pour nous. Mais peut-être que une des raisons pour lesquelles on a perdu ce vrai sens de la curiosité, c'est à la fois parce que l'école, comme l'expliquait très bien Ken Robinson, ce pédagogue anglais, n'a pas du tout été pensé pour la curiosité, mais a été pensé pour la spécialisation. Il expliquait très bien comment il y a un parallèle entre le fonctionnement des usines, où on fait rentrer une matière première, du maïs par exemple, et on a un produit fini après plein d'étapes de transformation qui est le popcorn, et l'école, de la même manière, on fait rentrer une matière première qui est l'enfant, et le produit fini, c'est
un diplômé qui a la capacité d'exercer tel métier dans telle Oui. industrie, Ce qui est dans le tel contraire secteur. ce qui est le contraire de l'école, qui est la destruction de l'école, qui est quand même, je le rappelle, l'école, ça vient du mot scoler, Mm. c'est le mot du loisir comme espace d'intelligence et de développement de cet étonnement et de cette curiosité. Et donc, c'est clair que c'est un des problèmes majeurs, mais enfin, c'est un autre sujet. Mais qu'est-ce qui se passe avec que l'école ne soit plus l'espace de la liberté? Et c'est sûr qu'on se trompe. On se trompe beaucoup. Et toujours dans l'étymologie grecque, il y a scolé, et puis les polymathes, les polymathes grecs, qui désignaient ces personnes ayant beaucoup appris dans des domaines très différents tout au long de leur vie. Donc il y a ce sujet sur l'école, et puis le sujet dont tu as parlé, tu en parleras mieux que moi, mais dans plusieurs de tes livres, du fonctionnement du monde du travail, qui vise le risque zéro, qui vise le process, qui vise l'enfermement dans une fiche de poste, où il faut jamais en sortir, Donc on coupe respecter le protocole. on coupe la curiosité. En coupant la curiosité, on tue la vie. Et en tuant la vie, on tue l'enthousiasme. Parce c'est ça le paradoxe, c'est qu'on est heureux d'être curieux. Mm. Et on nous fait croire qu'il ne faut pas l'être. Donc c'est une souffrance très profonde. Alors, est-ce qu'on prend un exemple d'utilisation du carnet avec un de tes cours? Oui, alors donc tu m'as fait la surprise. Donc tu voulais qu'on parle de ça. Mais alors pour t'entraîner, Oui. tu as suivi mon cours en ligne sur la philosophie. Oui. J'essaye d'expliquer. Voilà, donc j'ai fait un coup pour expliquer, pour que les gens comprennent. Donc j'ai fait un cours en ligne qui présente ce qu'est la philosophie à mon sens, pas comme un savoir théorique. On va vous apprendre des tas de définitions sur la philosophie, mais quelle est l'expérience philosophique? C'est quoi cette expérience philosophique? Et alors, tu as voulu tester si ton carnet marchait bien en écoutant mon cours et en prenant des notes sur... Et tu vas être juge. On va voir si... Et je n'ai pas regardé... Là, je suis vraiment stressé parce je qu'on va n'ai voir pas regardé. si en tant Non, qu'élève, faut pas être stressé parce que si tu as bien compris, il n'y a pas au fond, il n'y a pas de bonne ou manière. C'est ça aussi que tu as raison. Le problème de l'école, c'est qu'on a des interrogations, on est noté si on fait bien ou pas bien. Et c'est pas ça qui compte. La question, c'est pas bien ou pas bien. La question, c'est en faisant, tu progresses. Donc c'est ça qui compte. C'est un rapport avec soi. Il faut arrêter. On est un peu traumatisé. Moi, j'étais très mauvais élève à l'école. J'étais auditeur libre parce que j'aurais jamais pu faire Hippocampe. J'étais vraiment un cancre total. Je comprenais rien. J'ai jamais rien compris à l'école. Donc c'est pas ça la question. C'est pas d'être un bon élève. Enfin, j'espère que t'as pas fait un carnet pour être un bon élève. Non. Mais pour oser, donc voilà, il faut oser simplement avancer à son rythme et à sa manière. Il y a pas de. Et si on fait ça, on a fait le pas le plus important. Titre: L'origine de la philosophie grecque. Source: ton cours, Fabrice, la philosophie. Dans cette première note, qu'est-ce que j'ai mis comme question? Pourquoi et comment les Grecs ont-ils inventé la philosophie? Donc pour chaque note, d'abord la question, le problème principal. Ne pas se limiter à avoir cours 1, chapitre 2, chapitre 3. Non, ça, c'est pas du tout comme ça qu'on utilise un carnet personnel. Ça, c'est la structure d'un cours. La structure d'un carnet, c'est une série de questions, de problèmes qui me parlent à moi. Et d'ailleurs, les problèmes qui me parlent à moi, ce ne vont pas être les problèmes qui te parlent à toi ou les problèmes qui parlent à autrui. Chacun prend les siens. Et puis ce qui est question pour toi aujourd'hui, peut-être dans 6 mois, ce sera complètement autrement. Donc ça te répond à toi là où tu en es aujourd'hui. Exactement. Alors en point clé, moi, ce que j'ai noté, tu l'as dit là, tout à l'heure, Aristote, c'est l'étonnement émerveillé qui pousse les hommes à philosopher. Donc je note juste ça en point clé. Aristote, et cette phrase qui dit tout, je peux la relire dans 3 mois, dans 6 mois, tout de suite je comprendrai de quoi il s'agit. C'est l'étonnement émerveillé qui pousse les hommes à philosopher. Donc ça, j'en parle beaucoup dans le kit d'introduction du carnet, les 20 premières pages, comment prendre des notes. Il faut essayer de créer des notes qui sont autonomes, qu'on peut relire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et en les comprenant immédiatement. Parce qu'il n'y a rien de pire que de prendre un de ces anciens carnets et de voir une note qui est illisible, qui manque de contexte. Donc à chaque fois se demander, est-ce qu'en elle-même, la note est suffisante? Deuxième point clé, les 3 histoires de Thalès. Mesurer l'impossible, ça c'est l'exemple des pyramides. Regarder loin, au risque de trébucher, ça c'est le deuxième exemple que tu donnes.
Et le savoir prime sur le profit. Ça, c'est le troisième exemple où Thalès aurait pu s'enrichir avec ses découvertes, mais il s'en fichait complètement. Lui, ce qui comptait pour lui, c'était de, euh, de comprendre, de mieux connaître. Donc là, pour ceux qui n'ont pas suivi le cours, Thalès, on connaît à cause du théorème qu'on a appris à l'école, Oui, mais c'est mais vraiment le oui. premier grand sage de la pensée grecque. Et c'est intéressant, là, tu as résumé les 3 grandes anecdotes qu'on connaît de Thalès. Comment Thalès, oui, c'est très juste, calcule la hauteur Pyramide. d'une pyramide, alors qu'on pense que c'est impossible. Voilà, en posant des questions, En regardant son nombre. en regardant son nombre, c'est bien, tu as bien suivi. Mais ce qui est fou, tu vois, c'est que je me suis rendu compte que j'ai 36 ans. Il a fallu que j'attende 36 ans pour vraiment connaître Thalès. Alors que pendant, comme tout le monde, au collège, je crois que c'est C'est aussi au ça. collège qu'on apprend le théorème, j'en ai bouffé du théorème de Thalès. Sans savoir, sans savoir ça- pourquoi c'est génial. sans savoir pourquoi c'est génial, sans savoir Mm. un mot sur cet homme. Et donc voilà, je suis content. Il est dans mon encyclopédie, il est dans mon carnet, j'ai ces 3 histoires. Donc j'espère que ça donnera aux gens envie non seulement de lire ton carnet, mais aussi d'écouter mon cours sur la philosophie et découvrir que la philosophie, c'est beaucoup plus intéressant qu'on ne le croit. Voilà. Parce que c'est vraiment euh, bah, avoir un autre rapport au monde. En application concrète, redéfinir l'école. Scoler veut dire temps libre. Repenser l'amour, vouloir que l'autre soit inconditionnellement. Et revenir au réel, la seule chose qui n'est pas abstraite selon Hegel. Si je devais l'expliquer à un enfant, alors dis-moi ce que tu penses de ça. Donc là, c'est vraiment c'est la section de la note où je dois résumer tout ça comme si je l'expliquais à un enfant de 5 ans. J'ai noté, pour expliquer à un enfant de 5 ans pourquoi et comment les Grecs ont inventé la philosophie, au fond, la philosophie, c'est au lieu de jouer sans se poser de questions, tu te demandes pourquoi je joue. C'est pas C'est mal. ça la philosophie. Alors ce qui est très intéressant de ça, c'est que je vais te faire une confession. Quand j'écris mes livres, donc, d'abord je commence à travailler, à prendre des notes, j'écris à la toute fin. Mais le plus important, c'est je prends des notes sur le chapitre, et bien toujours avant de commencer à rédiger, je fais ça. Je me dis, si je devais expliquer à un enfant de quoi je parle dans ce chapitre-là, parce que je commence à être perdu par les références. J'ai lu un texte de Hegel, j'ai lu un texte de Newton, et donc je suis un peu perdu, et donc je fais ce travail-là. Et là, tu vois, tu es en plein dans le conseil de Richard Feynman. Donc, dans le carnet, je l'ai un peu parsemé de conseils de scientifiques, d'artistes, de personnes qui sont allées loin dans leur capacité à apprendre avec des méthodes non conventionnelles, pas les méthodes qu'on apprend à l'école. Et donc Richard Feynman, qui était un physicien américain absolument incroyable, disait après chaque apprentissage, exercez-vous à l'appliquer à un novice, les zones de confusion révèlent ce que vous devez approfondir. C'est pour ça qu'on a ajouté sur chaque page de notes la question si je devais l'expliquer à un enfant. Ça, c'est formidable. Ça, c'est, Il moi, y en a vraiment, plein d'autres. Ça, c'est vraiment, moi, je pense qu'il faut faire ça tout le temps. Et je me rends compte quand je le fais, pourquoi je le fais, c'est que je me rends compte que c'est souvent pas clair dans ma tête. Je crois que c'est clair, et en faisant ça, tu te rends compte que c'est pas si clair. Mais c'est d'ailleurs, quand on est face à quelqu'un qui déclare avoir une expertise sur un sujet, c'est une très bonne manière d'identifier s'il l'est vraiment ou pas. C'est clair. Si c'est un bonimenteur. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il est capable d'expliquer à un enfant de 5 ans, ou est-ce qu'en fait, il est dans une fausse expertise, il est dans un discours pour impressionner, avec plein de jargon, avec plein de techniques, ou est-ce qu'il est capable vraiment d'aller à l'essence de sa connaissance. Alors après, voilà, il y a plein de choses Enfin voilà, je suis content que tu me dises que j'ai bien suivi le cours, donc ça me fait... J'en suis heureux. Et après, on pourrait dire plein de choses sur pourquoi qu'on utilise ce carnet ou qu'on prenne des notes sur papier ou directement sur les livres qu'on est en train de lire. Pourquoi c'est essentiel pour la mémorisation de prendre des notes? Il y a des dizaines, des centaines d'études scientifiques qui le montrent. Ça aide à la mémorisation, ça active différentes zones du cerveau de lire et d'écrire en même temps. Quand on écrit, on reformule aussi dans sa tête ce qu'on est en train d'écrire. Et donc en termes vraiment de capacité à mémoriser, à ne pas oublier, ça aide infiniment. L'étape d'après, c'est effectivement d'avoir un carnet où cette prise de notes, elle est structurée avec différentes sections. Mais si je devais vraiment conclure avec un message pour tout le monde,
Prenez des notes, écrivez en même temps que vous êtes en train de lire ou d'écouter des podcasts, des vidéos YouTube, etc. Ça me semble absolument essentiel. Toi, je te vois toujours avec un stylo à la main, de toute façon. Ah oui, Alors, c'est indispensable. Pour moi, c'est indispensable. Mm. Ce travail-là, il faut tout le temps le faire. C'est une autre anecdote que je raconte souvent, que j'adore. C'est Proust qui va se promener avec Lucien Daudet. Lucien Daudet était un très beau jeune homme qui aimait beaucoup Proust. Et ils vont écouter la symphonie de Beethoven. Et ils sortent. Et Lucien Daudet fait « Ah, pam, 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 pam ». Je ne chante pas très bien, enfin, vous devinez. Et Proust se tourne vers lui et lui dit « Mais mon pauvre Lucien, c'est pas avec tes pom, pom, pom que tu vas transmettre quoi que ce soit de ce que tu as vécu. Est-ce que tu peux pas réussir à dire quelque chose de ton expérience ?» Vous savez, moi, quand j'ai lu ça, waouh! Et je crois que c'est très important d'essayer juste de dire, même des choses simples, mais de sortir du pom, 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 pour arriver à questionner sa propre expérience. Et donc là, c'est vraiment un autre point. C'est questionner ce que j'ai compris, mais aussi questionner sa propre expérience. Et je crois que ça nous fait défaut. Et pour moi, c'est ça le sens de la méditation, qui n'est pas du tout ce que les gens croient, quelque chose pour se calmer, pour je ne sais pas quoi, mais c'est ouvrir un espace où je peux questionner ma propre expérience. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que j'éprouve? Qu'est-ce qui a lieu là, dans ma vie? Et au fond, on peut dire, c'est ça, que Proust pointe à Lucien Daudet qui a retenu la leçon. Ça l'a complètement ça l'a changé. scié. Oui, il a compris que voilà, juste, ah oui, c'est beau, mais est-ce que tu peux dire juste une phrase de plus? Au début, on est tétanisé, mais d'essayer de le faire, c'est ça que c'est bien, on écrit, même si on ne garde pas, mais ça nous permet de donner plus de relief et d'oser poser une question. Mais en t'écoutant partager cette anecdote, ça me rappelle ce film génial avec Viggo Mortensen, dont le titre m'échappe, mais je suis sûr que plein de personnes l'ont vu et pourront nous donner le nom en commentaire. Ce film où Viggo Mortensen vit avec c'est l'acteur, il vit avec sa famille dans les bois. Ils sont retirés du monde. Il élève ses enfants en dehors de la société aux États-Unis parce qu'il est dégoûté par la société de consommation et par l'appauvrissement du niveau intellectuel. Et donc, il les élève à la fois à tous les arts manuels, construire des cabanes, reconnaître les arbres dans la forêt, mais aussi il leur donne des livres de philosophie, des livres d'histoire, des livres de géographie. Et il y a un mot interdit dans les discussions familiales, c'est intéressant. Pas le droit de dire oui, c'était intéressant. Non, il faut aller plus loin, il faut décrire, faire sens du monde, mobiliser un vocabulaire plus riche, plus précis, etc. Il ne faut pas être paresseux. Et c'est vrai que moi, je me rends compte quand je suis moi-même utilisateur d'un carnet, que je ne peux pas être paresseux. Je ne peux pas me limiter à prendre une note en disant oui, tel passage du cours de Fabrice, c'était bien, c'était intéressant. Je suis forcé d'aller plus loin et c'est là où cette notion de jubilation, elle est indissociable d'un petit peu de souffrance. On le sait maintenant d'ailleurs dans toutes les nouvelles études sur la dopamine, hein, tu connais ça très bien aussi toi. Il faut souffrir un petit peu, se forcer à affronter la page blanche et après, ça s'éclaire. Je ne sais pas s'il faut dire souffrir ou il faut aller au-delà, il faut accepter un certain inconfort, je dirais plus que ça, parce que c'est juste, c'est ce que je disais au début, il y a un inconfort, mais pour qui je me prends, mais je ne saurais pas, mais c'est pas bien. Il faut aller au-delà de ça parce que c'est un égarement. Fabrice, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter sur ce sujet de la curiosité? Non, je pense que je pense que de voir ces deux points, curiosité, oser poser des questions, c'est ça qui peut ouvrir une nouvelle dimension. Et curiosité, c'est aussi la curiosité envers ce qu'on éprouve et ce qu'on sent, qu'on ne s'autorise pas à reconnaître. Et c'est ces deux mouvements qui me semblent nous libérer de la curiosité de dispersion
qui devient fécond. Bah, écoute, j'espère qu'avec ce carnet, on jouera un petit rôle dans l'éveil, d'une génération curieuse. Celui-ci, c'est le tout premier exemplaire. J'en ai imprimé, 250. Voilà, j'espère qu'on va atteindre l'objectif de cette campagne, qu'on va réussir à les imprimer, ces carnets. C'est vrai que moi, bon, tu me connais, j'aime bien les beaux papiers. Les beaux papiers, ça a un coût, il faut les imprimer et cetera. Mais je pense que quand on a un carnet, on a aussi envie qu'il soit agréable, qu'il s'ouvre, bien à plat pour pas avoir à le tordre dans tous les sens, qu'il y ait du papier assez épais pour que C'est très ça ne important. transperce pas la page quand tu notes avec ton stylo. Donc c'est pour ça qu'on qu'on se démène autant et que ça prend, plusieurs mois pour créer, ces prototypes. Ah, merci beaucoup. C'est toujours un grand bonheur de faire un entretien avec toi. Merci Alexandre. Merci Fabrice. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si vous voulez être au courant de toutes mes activités et de tous les dialogues que je fais, surtout, abonnez-vous à ma newsletter. C'est là où je vous fais part en avant-première des gens que j'invite et que je vais inviter. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire connaître cette chaîne, à me faire part de vos commentaires. Merci infiniment. C'est un plaisir de partager avec vous ce souci de la dignité des êtres humains.